Cette première vidéo traitera de l'origine même du pays et de la nation dans laquelle nous vivons, et qui est la France. Origine qui se trouve du côté du peuple que l'on nomma les Francs, et qui furent les véritables fondateurs de cette nation à l'aube du VIe siècle après Jésus-Christ. Les Francs sont issus d'une confédération de plusieurs peuples germaniques, se situant alors pour la plupart d'entre eux à l'est du Rhin. Leur émergence se fera durant la période de ce que l'on nomme les invasions barbares. Période terrible, presque apocalyptique, qui s'étendra du IIIe siècle au Ve siècle de notre ère. La genèse du peuple franc se situe donc sur les bords du Rhin, ce fleuve qui incarne alors la frontière naturelle entre le monde germanique et le monde romain. La région septentrionale jouxtant le Rhin à ce niveau fut très tôt divisée par les Romains en deux provinces, qui furent nommées Germanie inférieure et Germanie supérieure. La Germanie inférieure est un territoire correspondant au sud des actuels Pays-Bas et qui englobe la totalité de l'actuelle Belgique. Cela en empiétant sur une petite partie du territoire de la France et de l'Allemagne actuelle, du fleuve de l'Escaut jusqu'à Cologne. La Germanie supérieure se situe en deçà et correspond au massif des Ardennes et à celui de l'Eifel. Plus à l'ouest de ces deux provinces se trouvait la Gaule belgique, qui marque l'entrée en Gaule gallo-romaine. Les Romains se sont prémunis des invasions germaniques au fil des décennies en établissant sur les bords du Rhin une ligne de défense appelée le limes. Cette ligne de défense s'était composée d'une soixantaine de forts renforcés par quelques 90 tours. Avant le passage des Francs au-delà du Rhin, la totalité des provinces romaines de l'ouest du Rhin était peuplée par des peuples germaniques au service de Rome. Ce service n'était rien d'autre qu'une soumission des vaincus à l'Empire, qui, afin de les employer à son service, leur accordait le statut de létès. Ce terme issu du germanique latase, signifiant affranchi. En tant que létès, ils n'étaient plus tant considérés par Rome comme un peuple que comme des colons. Ces tribus étaient ainsi employées afin de repeupler les zones de l'Empire désertées, suite à des guerres ou d'autres désastres. Le but pour Rome était de les employer pour défricher des terres conquises ou laissées à l'abandon. D'autres encore accédaient à une sorte d'alliance défensive avec Rome sous le titre de Fedus. Conservant leur autonomie, dispensés du service et du versement d'un tribut, ils étaient toutefois dans l'obligation de fournir Rome en hommes sous forme de troupes auxiliaires au service des légions romaines. Ces statuts spéciaux accordés aux vaincus furent employés par l'Empire romain afin de juguler le flux des invasions et protéger leurs frontières en créant des sortes de zones tampons intermédiaires entre les provinces romaines civilisées et le monde barbare. Toutefois, ces tribus létès et ces Fedus, conservant toujours leur cohésion identitaire et guerrière, pouvaient, selon les circonstances favorables, retourner leur alliance et se rebeller à nouveau contre Rome. Ainsi, la région de Cologne, nommée à l'époque Colonia Claudia Ara Agrippinicium, capitale de Germanie inférieure, était le territoire de la tribu des Ubiens, qui était déjà au service des légions lors de la conquête des Gaules par Jules César. Jusqu'à la chute de l'Empire, leur zèle pour Rome ne faiblira pas. Tout ce temps, ils sauront détester leurs frères germaniques pour le service de Rome, n'hésitant pas à les massacrer à l'occasion de leurs nombreuses révoltes. Bien plus tard, au IVe siècle, ils combattront auprès des Francs saliens dans leur guerre contre les Alamans. Ce sera à partir de ce moment que les Ubiens fusionneront avec les Francs. Plus au nord, gardant l'embouchure du Rhin, se trouvaient les Bataves, eux-mêmes issus de la tribu des Cates, la plus redoutée des tribus germaniques. Les Bataves, comme leurs voisins ubiens, depuis la guerre des Gaules, avaient l'habitude de contracter des fédus avec l'Empire, et furent l'un des premiers peuples germaniques à le faire. Les Bataves lui fournissaient des troupes auxiliaires réputées, à ce point qu'ils composaient un contingent entier de cavalerie auxiliaire, et lors de certaines batailles, les légionnaires allaient jusqu'à refuser de combattre sans l'appui de leurs auxiliaires Bataves. Les empereurs avaient également l'habitude de les recruter dans leur garde personnelle. Ils étaient ainsi réputés auprès des Romains pour leur fidélité et leur bravoure, comme le relate l'historien Tacite. En l'année 69, sous la conduite du Germain romanisé Claudius Civilis,
Les Bataves se révoltèrent toutefois contre Rome, entraînant à leur suite d'autres tribus germaniques et ravivant l'unité sacrée de ces peuples contre l'Empire. Mais ce sursaut historique restera bref. Suite à plusieurs victoires dont la prise de Mayence, la Ligue germanique sera défaite par pas moins de 8 légions, et les Bataves de nouveau ralliés à Rome après une cinglante défaite militaire à Trêves. Ils ne sortiront plus de cette alliance jusqu'à leur intégration par les Francs 400 ans plus tard. Enfin, le peuple des Tongres en Germanie inférieure, au niveau de la frontière est que l'actuelle Belgique partage avec le sud des Pays-Bas. Ce peuple hérita autour de la forteresse d'Achatuca du territoire des Éburons, une tribu exterminée par Jules César et remplacée sur son territoire. Les Tongres furent les premiers à se nommer Germains. Ce nom, devenu prestigieux, qui alors inspirait la crainte à leurs adversaires, se répandit ensuite à toutes les autres tribus germaniques. Selon Grégoire de Tours, qui fut l'historien de l'épopée des Francs, c'est dans le pays des Tongres que fut fondée et élue la dynastie des rois francs, nommée alors les rois chevelus, et dont sera issu Clovis. Les provinces romaines de Germanie, bien que sous domination de l'Empire, sont donc principalement des territoires peuplés de Germains et culturellement germaniques, ces trois peuples étant alliés de Rome et pour certains partiellement romanisés. Sur aucune autre zone de son empire, Rome ne massa autant de forces militaires qu'en Germanie. Sur les rives du Rhin, 8 légions romaines gardaient le limes, ce qui représentait l'effectif de 100 000 hommes, soit près du tiers de toute l'armée romaine. Mayence au sud et Vetera au nord étaient les deux principales fortifications, reliées par 50 forts édifiés du temps du général romain Drusus, alias Germanicus. Une flottille croisait également en permanence sur les eaux du Rhin, surveillant les incursions ennemies. Deutz en face de Cologne et Castel en avant de Mayence étaient des têtes de pont permettant les incursions des légions en domaine barbare. Le Lim se prolongera sur la Meuse, deuxième ligne en arrière, également fortifiée et protégeant l'axe routier stratégique reliant Bavay à Cologne. Malgré certaines tribus ralliées, les fédus successifs, la rivalité entre l'Empire et les peuples de Germanie ne cessa jamais durant tous ces siècles. Bien avant la période des invasions barbares, le peuple germanique des Sicambres fit trembler les Romains. Sous le règne d'Auguste, pour la première fois, les légions romaines furent humiliées par des barbares. Les Sicambres réussissant à capturer 20 centurions et les crucifièrent, franchirent le Rhin et ravagèrent les provinces romaines, massacrèrent les habituels bataillons de cavalerie romaine qui tentaient alors vainement de repousser l'assaut, pour finir par défaire le gouverneur de province en bataille rangée en s'emparant de l'aigle de la 5e Légion. Ces événements se déroulèrent en 17 avant Jésus-Christ, une trentaine d'années après la mort de Jules César et bien avant l'avènement des Francs. C'était la première fois que de tels événements étaient rapportés à Rome dans sa lutte contre le monde barbare. Le Sicambre était alors devenu un terme générique équivalent du mot barbare. Peu de temps après ces faits, survint un événement connu sous le nom de massacre des légions de Varus, durant lequel le dénommé Arminius, fils d'un chef de tribu chérusque, auxiliaire germain, retourné contre Rome, réussit à attirer 3 légions romaines et leurs troupes auxiliaires, soit plus de 20 000 hommes, dans les forêts profondes de Germanie, au-delà du Rhin, afin qu'elles s'y fassent massacrer par une coalition de peuples germains. Cet événement majeur mit fin à la politique d'expansion de l'Empire en Germanie. La duplicité d'Arminius, à la fois auxiliaire à Rome, puis ennemi juré de l'Empire, incarnera cette ruse des barbares à l'égard des Romains durant la période des invasions. Tantôt alliés sous fédus ou auxiliaires, tantôt ennemis en tant que décriés barbares, cette duplicité ne cessera pas jusqu'à l'avènement de Clovis et la chute définitive de l'Empire en Gaule. Au-delà du Rhin était le monde barbare, inconnu des Romains qui ne franchirent pas au-delà de l'Elbe, qui étaient les limites du monde connu par l'Empire. Monde d'épaisses forêts et de marécages, territoire de nombreuses tribus germaniques hostiles. Parmi elles, de grandes tribus qui composeront le futur peuple des Francs. Les Chauques, sur les bords de l'Elbe, du nord-est des Pays-Bas au nord-ouest de l'Allemagne actuelle, étaient vus par l'historien romain Tacite comme un peuple noble et pacifique.
Leur vaste territoire leur donnait accès à la mer du Nord et ils furent de grands navigateurs, disposant d'une flotte de près de 1000 navires, écumant les mers du Nord bien avant l'âge des Vikings, redoutés par les pirates des mers du Nord des îles scandinaves et des Saxons eux-mêmes, considérés comme les maîtres et les gardiens des fleuves de l'Elbe, l'Elms et de la Weser. Ces derniers avaient une capacité militaire importante, dont la capacité de mener des raids jusqu'aux côtes nord de la Gaule, avec un déploiement aussi bien maritime que terrestre. Ils auront participé à toutes les grandes guerres contre Rome, des batailles contre le Romain Germanicus et du massacre des légions de Varus jusqu'au soulèvement des Bataves de Civilis. Pendant 3 siècles, ils seront victorieux dans les différents combats qui les opposeront à Rome. À la fin du IIIe siècle, ils iront jusqu'à prendre pied sur l'île de Grande-Bretagne. D'abord affiliés aux Francs, ils finiront par se fédérer aux Saxons et seront cités dans le Beowulf, l'épopée historico-lyrique la plus fameuse du peuple saxon. Ils y sont appelés Hugas, le peuple noble, du francique Hugh, terme qui les lie historiquement aux Francs, eux aussi appelés Hugas pendant longtemps. Les Chamaves, peuple des bords du Rhin, le plus cité par les chroniqueurs romains. Leur nom venant du germanique Eimaz, signifiant hameau. Ils sont les hommes des hameaux, les colons. Les Cates, le peuple germanique le plus craint après la soumission des Sicambres. Ils étaient les seuls à réellement maîtriser la discipline militaire, leur tradition tribale les portant avant tout sur les vertus guerrières. On relève chez eux certaines traditions caractéristiques, comme l'obligation de se laisser pousser leur chevelure et leur barbe jusqu'à leur prochain homicide. Certains se fixaient des anneaux aux membres, qu'ils n'enlevaient qu'après avoir tué un nouvel ennemi. Ces guerriers constituaient l'élite de leur peuple, et comme les Spartiates, leur vie était toute consacrée à l'art de la guerre. À ces peuples s'en ajoutent d'autres, qui constitueront la Confédération des Francs, Catuariens, Ampsivariens, Bructères, Frisons. Ils furent de tous les combats contre Rome pendant 3 siècles avant l'avènement de la Confédération franque. Le peuple germanique apparaît dans l'histoire à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est issu d'une migration de peuples provenant du monde scandinave, ayant migré vers le continent européen, le plus probablement pour des raisons climatiques. Les Germains utilisaient pour se nommer l'expression teuto, terme désignant celui issu du même peuple. Cette racine linguistique donnera le français teuton, parfois utilisé pour désigner l'identité germanique. Contrairement aux Gaulois sédentaires, organisés autour de grandes agglomérations et de terres habilement cultivées, les peuples germaniques étaient semi-nomades, et leurs tribus constituées de petits hameaux en perpétuel déplacement et renouvellement au fil des années. Cette particularité les rendait difficilement contrôlables par Rome, en plus de l'environnement sauvage et inculte dans lequel ils s'étaient adaptés à vivre. Les différentes familles du peuple se partageaient le territoire à travers des domaines ruraux dispersés et protégés d'épaisses forêts. On y pratiquait une agriculture élémentaire, comportant les légumes de base ou les céréales communes comme l'avoine, mais aussi et surtout l'élevage, pour lequel la forêt servait de pâturage. Les terres agricoles, quant à elles, étaient redistribuées régulièrement par tirage au sort, afin d'éviter la sédentarisation et les conflits liés à la propriété. Les habitations étaient disséminées en multitude de petits hameaux. Les membres de la tribu se logeaient à leur guise, s'isolant à l'écart d'éventuels voisins, dans des habitats rustiques faits de bois et de torchis, facilement démontables et transportables. Le nomadisme des Germains s'explique non seulement par leur mode de vie, mais aussi par leur absence de maîtrise des renouvellements des sols agricoles.
Les terres se fatiguant au fil du temps, les tribus étaient sans cesse obligées de migrer à la recherche de nouveaux sols fertiles. Elles migraient à l'aide de grands chariots-wagons traînés par des bœufs, dans lesquels les Germains déplaçaient leurs affaires et tout ce dont ils avaient besoin pour la construction de leurs bâtisses. Le roi était le chef de la nation germanique, élu des dieux et respecté de tous. La tradition voulait que les chefs fassent remonter leur généalogie jusqu'au dieu Odin, Wotan en germanique. Le roi était nommé Karl, racine que l'on retrouvera plus tard dans le nom de Charlemagne, Karl Magnus, le grand roi. Les seigneurs du roi étaient nommés Jarl, chefs de guerre et chefs de communauté. Les chefs étaient entourés de leurs guerriers. Plus un chef était victorieux, plus ses butins étaient élevés et ses actes fameux, plus il attirait à lui de nouveaux guerriers lui prêtant allégeance. La puissance d'un chef se mesurait donc à hauteur du nombre de ses guerriers. Les jeunes guerriers germains, quant à eux, se mettaient le plus souvent sous la tutelle d'un oncle aguerri. La nation germanique n'est pas une nation de paysans ou d'éleveurs. Elle est avant tout une nation de guerriers. Guerriers qui incarnent l'homme libre. L'homme libre est ainsi celui qui porte le bouclier, qui lui permettait de donner son avis et sa voix au conseil du peuple, le Ting. Perdre son bouclier au combat était un déshonneur et cette perte menait certains jusqu'à l'extrémité du suicide. L'homme libre était donc libre parce qu'il avait la capacité de se battre et donc de défendre sa liberté, ce qui lui donnait le droit de porter sa voix au conseil, le conseil des guerriers, le conseil des hommes libres. La vertu se trouvait dans l'art de la guerre et du sacrifice. Mourir jeune était la norme. La vieillesse et l'infirmité étaient vues comme honteuses, car elles étaient le signe de l'homme qui n'avait pas su mourir sous les lames, peut-être par sa lâcheté et son attachement à la vie terrestre. Car le guerrier germain était persuadé de rejoindre le banquier du dieu Wotan, divinité psychopompe, une fois enlevé par les Valkyries sur le champ de bataille, alors comparable aux anges de la mort. L'agriculture était donc vue comme une finalité ingrate, et ceux qui y étaient consacrés étaient surtout les vieillards, les esclaves et les inaptes au combat. L'attente des guerriers était longue, qui attendaient la fin de l'hiver pour reprendre leur raid dès le printemps revenu. La richesse des Germains consistait principalement dans leur bétail. Les Germains ne recherchaient pas les métaux précieux et les Romains s'étonnaient face à ce désintérêt. Seuls les Germains des rives du Rhin y trouvaient plus d'intérêt du fait de leurs échanges commerciaux réguliers avec Rome. Le Germain préférait l'argent à l'or, ce qui dénote qu'il n'avait l'usage de cette monnaie que pour des biens de valeur commerciale modeste. La justice était rendue par les jarls, les sévices corporels et les punitions étaient l'office des prêtres, qui incarnaient donc l'autorité divine et rendaient la punition moins humiliante que si elle était le fait d'un homme ordinaire. La vengeance se faisait par voie personnelle, ce qui pouvait amener à des conflits intergénérationnels et à de longues rivalités familiales. On pouvait se racheter d'un homicide en payant le prix du sang, et ainsi mettre fin au litige. Un homicide devait être justifié devant le conseil par un conflit impliquant l'honneur. Ainsi, la loi salique indique qu'il est nécessaire d'exposer la dépouille de l'offenseur à un carrefour et de prévenir l'entourage. Dissimuler la dépouille de sa victime était considéré comme l'aveu de l'illégitimité du meurtre. Concernant les blessures graves occasionnées, notamment celles du crâne, typiques des armes germaniques comme la hache francisque, le jugement était celui-ci. Un officiant faisait tomber les restes des os brisés de la victime sur un bouclier, tandis qu'un autre s'éloignait suffisamment jusqu'à ne plus entendre la macabre sonorité. Plus la distance était grande, plus le prix du sang était élevé pour le coupable. Les troupes germaniques sont organisées en fonction des liens familiaux. On combat auprès de ses proches. Les femmes accompagnent les hommes au combat à l'arrière. On les voit souvent les encourager et leur faire reprendre les armes, redoutant le déshonneur de la captivité. Les armées sont principalement de l'infanterie, accompagnées de quelques cavaleries. Les hommes courant aux côtés des cavaliers étaient une élite guerrière limitée et élue à 100 hommes par canton. Les armes principales sont le bouclier et la lance.
qui prend l'avantage sur le glaive du légionnaire quand celui-ci s'embourbe dans les fanges des forêts. En combat rapproché, le guerrier germanique dispose également de la hache, comme la francisque, arme de taille. Les Germains possédaient également des serviteurs et esclaves, mais leur traitement différait grandement de ceux de Rome. Les serviteurs possédaient ainsi leur propre bâtisse et culture, et leurs maîtres percevaient simplement une partie de leur récolte. Les serviteurs n'étaient ainsi pas maltraités, même si leur homicide, dans un excès de rage de la part de leur maître, n'entraînait pas la responsabilité du prix du sang. Enfants esclaves et enfants d'hommes libres grandissaient dans la même pauvreté et avec une égalité de traitement jusqu'à l'âge adulte. Les hommes et femmes germains se mariaient relativement tardivement et conservaient leur chasteté jusqu'au jour de leur union. Les hommes révéraient leurs femmes pour les dons médiumniques qui leur attribuaient. Ainsi, certaines femmes étaient également prêtresses, associées aux dons de divination. On les nommait les volva. La vie des Germains est rythmée par les festins et les beuveries. Tacite nous précise qu'ils prolongent souvent leur sommeil jusque dans le jour. Boire et festoyer des jours entiers semble alors une pratique courante. Mais c'est aussi à l'occasion des festins que se mènent les affaires sérieuses et que se tissent les liens entre les hommes. Le peuple germanique fait preuve d'une hospitalité qui impressionnait le chroniqueur romain. L'étranger et le voyageur étaient accueillis et disposaient toujours d'une table bien servie. Et le voisinage offrait le même accueil à l'étranger que son hôte initial. En 178, sous le règne de l'empereur Commode, qui fait suite à Marc Aurèle, surviendra une invasion germanique massive qui préfigurera l'ouverture de la période des invasions barbares. Franchissant le Rhin, la tribu Chauques déferle sur les provinces romaines. Empruntant la chaussée reliant Cologne à Bavay, dépassant le pays des Tondres pour déboucher jusqu'aux alentours de Varennes. Sur cette vaste étendue, les Chauques dévasteront tout sur leur passage. Ils poursuivront leur route plus loin pour se diriger vers la province de Seconde Belgique, mais seront arrêtés par le gouverneur romain Didius Julianus avant d'y parvenir. La province de Germanie seconde fut tant éprouvée qu'elle ne se relèvera plus suite à ce désastre. Mais cette invasion des Chauques n'était que le prémisse au désastre à venir pour Rome. Quelques décennies plus tard, c'est cette fois une invasion massive d'un grand nombre de peuples germaniques qui déferlera sur les provinces romaines, parvenant cette fois à atteindre et ravager la province de Seconde Belgique dans toute son étendue. Le déferlement de barbarie fut total. Massacres, pillages, incendies. Encore de nos jours, on retrouve les trésors enfouis des gallo-romains dans ces zones, richesses qu'ils avaient cherchées dans la précipitation à préserver des pillages, mais qui ne retrouvèrent jamais. Ces invasions germaniques qui dévastaient les provinces, associées à la crise fiscale majeure dans laquelle s'enlisait l'Empire, suscita alors un soulèvement de la classe rurale en Gaule, connu sous le nom de soulèvement des Bagaudes, terme issu du gaulois et signifiant combattant. Ces hordes armées de paysans démunis et de tout ce que la société gallo-romaine pouvait avoir de laissés pour compte et renégats se reconvertirent dans le brigandage et la rapine. Durant ce IIIe siècle moribond, ces bandes armées déferleront ainsi à leur tour sur le nord-ouest de la Gaule sans but précis, si ce n'est la dévastation, la soif de revanche sur un empire devenu décadent et plutocratique. Salvien, moine de Trèves, qui s'installa dans les îles de l'Airain vers 450, commente. Nous les appelons des rebelles, des hommes perdus, nous qui les avons poussés à être des criminels. S'ils sont devenus des bagaudes, n'est-ce pas à cause de nos injustices, de la malhonnêteté des gouverneurs, de leur confiscation, de leur rapine, eux qui, sous prétexte de percevoir les impôts publics, détournent à leur profit les sommes perçues. Même si l'Empire préférera les voir comme de simples pillards, on dénote chez les bagaudes une certaine forme de patriotisme gaulois, car étant issus des zones rurales de la Gaule, parmi les moins romanisés, ainsi qu'une déviance identitaire vis-à-vis de l'Empire romain. Se rappelant le douloureux désastre des légions de Varus, les Romains mirent au point des stratégies efficaces face aux combats asymétriques, privilégiant les déplacements et la cavalerie
pour éviter les encerclements et parvinrent de la sorte à éradiquer ces Bagaudes après 7 mois de lutte. Mais ce n'était cette fois pas seulement de simples pillards et brigands que les légions avaient massacrés. Ce fut des paysans, travailleurs et esclaves de la Gaule du Nord. La dépopulation et la chute démographique furent telles que la Gaule ne pouvait même plus produire suffisamment de nourriture pour alimenter les légions dévolues à sa protection, et l'on dut faire parvenir le blé depuis l'île de Grande-Bretagne. Suite à cette crise majeure qui préfigurait la chute de l'Empire en Gaule, Rome fit l'usage des tribus germaniques vaincues qu'elle installait dans ses solitudes en tant que Lètes. Les Lètes germains venaient combler les vides laissés au sein de la population gauloise depuis le soulèvement des Bagaudes. Francs en Nervie et en Trévirie, Sarmates eurasiens du côté de Hunsrück-Moselle, Chamaves et Catoiriens dans le pays de l'Ancre. Des villes telles que Amiens, Beauvais, Troyes furent aussi concernées par cette colonisation de repeuplement germanique, et la toponymie de nombreux lieux en Gaule du Nord garderont les traces de ce passage jusqu'à nos jours. Sermoise-sur-Loire, issu des Sarmates, en Vendée-Tifauge, issu des Taïfales, au Ménancourt pour Alamanie-Cortel. Bien que le sentiment d'assurance romain se réjouit de la situation, voulons y voir la preuve de la continuité de sa domination avec l'intégration des vaincus sous son empire. Dans la réalité, depuis l'invasion germanique chamave et le soulèvement des Bagaudes gaulois, les villes romaines autrefois prospères se changèrent en sinistres citadelles, bordées de solitude. Les ruines et les pierres tombales servant désormais à dresser les murailles. Les monuments furent changés en forteresses, l'enceinte des cités rétrécissant et se confinant davantage face aux menaces extérieures, toujours pesantes, inaugurant la fin du sentiment de sécurité. Si l'Empire devait maintenir l'illusion de sa domination éternelle, les populations de Gaule, quant à elles, pressentirent déjà son crépuscule. Malgré la situation critique, la population des villes romaines ne trouva pas, face à l'adversité, l'occasion de s'édifier quelconque valeur morale salvatrice. Bien au contraire, celle-ci s'enfonçait davantage dans une ère de décadence, emportée par une frénésie collective qui lui faisait vouloir jouir encore des derniers instants d'une existence opulente. Quand les barbares enfonçaient l'enceinte des cités, c'est à l'amphithéâtre et dans les cirques qu'ils trouvaient amassée la population gallo-romaine. Et après le sac des villes laissées en ruine, la première exigence des habitants auprès des gouverneurs et pouvoirs publics fut le retour des jeux du cirque. La décadence touchait également la vie intellectuelle, et le seul effort de l'esprit romain à cette époque consistait en panégyrique aux figures emphatiques et grotesques, ou dans la littérature, à l'attachement exclusif au style et à la forme, les bons mots et la flatterie prévalant sur les valeurs morales ou les préoccupations d'ordre social, lesquelles seront simplement méprisées. Mais plus dramatique encore, la natalité s'arrêta complètement. Pendant des siècles, ce phénomène ayant été observé par les autorités impériales, qui mirent alors en place une législation afin de le contrer sans réel résultat. Cette chute de la natalité prenait racine dans la vie opulente et décadente des classes supérieures romaines d'un côté, et de l'autre, dans la misère économique par l'étouffement fiscal des classes rurales et défavorisées. La tradition germanique divisait le peuple germain en 3 groupes. L'ensemble des tribus situées à l'occident de Germanie étaient nommées Istévons. Celles proches des rives des mers du Nord étaient les Ingévons, et celles peuplant l'intérieur des terres continentales étaient nommées Herminons. Ces 3 noms provenaient des 3 ancêtres mythiques du peuple germanique, Istion, Ingon et Herminon, tous 3 issus de l'ancêtre commun et père fondateur, Manus. Les peuples de Germanie occidentale possédaient donc déjà une filiation légendaire commune, sous l'appellation d'Istévons, du nom de leur ancêtre commun. Le souvenir de cet ancêtre avait dû rester vivace parmi toutes ces tribus, à travers une tradition légendaire commune et des cultes mémoriels particuliers lui étant associés. À cela s'ajoute la rivalité commune que toutes ces tribus auront entretenue avec Rome
pendant plusieurs siècles de lutte sur les rives du Rhin. Durant une période qu'il est impossible de dater avec exactitude, mais qui se situe entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, l'appellation d'Istévon disparaît pour laisser place à celle de Franc. L'on retrouve officiellement le nom de Franc pour la première fois cité dans les annales romaines en l'an 241, lors d'une modeste bataille près de Mayence, les opposant aux tribuns de la 6e Légion, le futur empereur Aurélien. Les Francs en question étant probablement issus de la fameuse tribu des Cates. Le terme franc, issu du germanique, signifie hardi et fait référence à la bravoure et à la témérité manifestées par ces peuples germains au combat. Pendant des siècles qui mèneront finalement comme une consécration à l'apparition du terme Francia sur les cartographies de l'Empire romain, ces peuples ne cesseront de fusionner jusqu'à n'en former plus que deux, Saliens et Rhénans. Durant la même période, en amont du fleuve du Rhin, une autre confédération germanique fera son apparition, les Alamans, alors associés au peuple suève. Le destin des Francs et des Alamans sera lié et ces deux peuples seront longtemps amenés à combattre côte à côte face à l'Empire. Alamans vient du germain Alman, signifiant tous les hommes, probablement en référence à l'union des différents guerriers des tribus. Le mot Alamans donnera le mot Allemagne en français, qui sert aujourd'hui à désigner le territoire germanique dans cette langue. Les Francs reviennent sous Galien, parcourent la Gaule jusqu'en Hispanie à Tarragone. De là, ils parviendront à acquérir une flotte pour aller porter leur raid jusqu'aux côtes d'Afrique du Nord. À cette époque, Rome devait juguler de nombreux fronts. Les Goths sur le Danube, les Perses en Orient, Francs et Alamans sur le Rhin. Face à l'insuffisance d'un empire romain submergé de part et d'autre, Postumus établit alors un empire des Gaules depuis Cologne, d'une durée éphémère mais suffisante pour juguler durant un temps les assauts des Francs. L'empereur des Gaules fera toutefois rapidement place au règne de l'empereur romain Aurélien du retour d'Orient. À la mort de l'empereur Aurélien, on retrouve les Francs et Alamans franchissant de nouveau les limes du Rhin et du Danube, occasionnant l'une des pires invasions de la Gaule que Rome ait jamais connue. On atteste les très nombreuses pièces de monnaie retrouvées dans les villas romaines incendiées et datées de cette période. On voit les Francs faire face à l'empereur Probus, l'un des plus brillants généraux romains, fait empereur, lequel leur mènera une guerre sans merci durant son règne. Après avoir repoussé les Francs, Probus fut considéré comme le vainqueur des Francs, sous le titre honorifique de Francique. Face à ces victoires, à Rome, on alla jusqu'à fantasmer sur une future Germanie, devenue province romaine. C'est à l'occasion du règne de Probus que l'on découvre que les Francs n'étaient pas uniquement redoutés sur terre, mais étaient également sur mer. Des lots francs exilés de force par l'Empire dans la région du pont Saint-Euxin, réussissant à s'emparer d'une flotte, pillèrent les côtes en Méditerranée, passant par la Grèce, les côtes libyennes, Carthage, parvenant à prendre possession de la ville de Syracuse, rejoignant l'Atlantique par les colonnes d'Hercule pour finir par rejoindre leur terre d'origine via l'embouchure du Rhin. Cette épopée maritime franque restera dans les chroniques romaines comme l'une des plus audacieuses. Elle annonçait également que les Francs étaient prêts à reculer devant aucun obstacle, malgré les défaites et le joug subi. Plus tard, sous Maximien, on retrouvera les Francs écumer les mers du Nord aux côtés des Saxons, pour atteindre la Manche et ses rivages. À cette occasion, les Francs s'allieront avec le commandant romain d'origine ménapienne du nom de Carausius, qui se fera proclamer empereur par ses soldats pour prendre possession de l'île de Bretagne. Carausius, devant faire face aux représailles de l'empereur légitime Maximien et de ses légions, légua à ses alliés francs l'île de Batavie à l'embouchure du Rhin, ainsi qu'une partie du pays de l'Escaut. Ainsi positionnés, les Francs associés avec les colonies saxonnes de Boulogne étaient censés interdire l'accès maritime
à toute expédition romaine vers la Bretagne de Carausius. L'expédition contre l'usurpateur Carausius ne tarda pas. L'empereur Maximien et ses légions s'attaquèrent en premier lieu aux Francs de l'embouchure du Rhin, ne pouvant laisser ce peuple tumultueux libre de ravager les Gaules, pendant qu'ils seraient occupés à pourchasser Carausius sur l'île de Bretagne. C'est ainsi que les Francs se soumirent rapidement à Maximien, mais en échange d'un fédus sur les terres que leur tribu occupait alors, la Batavie et l'Escaut. Ce fédus des Francs se passait sous le règne du roi franc Génobo, leur premier roi dont les chroniques retiendront le nom. Ce territoire acquis par Génobo, sous l'empereur Maximien, deviendra donc la patrie d'origine de la dynastie franque. C'est depuis cette terre de l'Escaut que les Francs saliens envahiront les Gaules jusqu'à leur sortie définitive sous Clovis. Mais les Francs ne jouirent que d'un répit éphémère. Les traités contractés par Rome fluctuant selon le gouvernement en place, leur accord de fédus avec Rome vola en éclats avec l'arrivée au pouvoir de Constance Chlore. Les îles Bataves et la Ménapie, reprises par les légions, de nombreux Francs furent répartis dans les provinces gallo-romaines pour y travailler la terre au milieu des solitudes. Le panégériste Eumène témoigne alors de cette période. Nous avons vu et nous voyons encore dans les rues de nos villes et sous nos portiques se tenir de longues files de barbares captifs que les ordres de l'empereur distribuent entre les habitants de la province, en attendant qu'ils soient conduits sur les champs qui manquent de bras et qu'ils devront cultiver. Voici donc qu'un chamave et un frison labourent pour moi. L'ancien pillard se change en travailleur et apporte sa récolte à nos marchés. Mais à peine Constance Chlore, rappelée vers le Rhin, pour y contenir une invasion des Alamans, voilà que de nouveaux chefs de guerre francs réapparaissent dans les provinces, Ascaric et Ragèse, ces deux chefs obligeant le fils de Chlore, le futur empereur Constantin, à partir en campagne en pays bataves. Les rois francs furent capturés, ainsi qu'une grande foule de guerriers francs, et amenés enchaînés dans les amphithéâtres de la Gaule romaine, où ils furent abandonnés aux lions et déchiquetés dans les spectacles de l'arène. Le calvaire des Francs se prolongea sous le règne impérial de Constantin, malgré les soulèvements dus à l'indignation que ces atrocités suscitaient chez les tribus franques. Ce n'est qu'une vingtaine d'années après ces faits que les Francs sortirent du cycle moribond des défaites militaires. Profitant des conflits internes entre les descendants de l'empereur Constance Chlore, les victoires militaires des Francs leur firent gagner le titre de fédération qu'ils avaient perdu depuis l'époque du roi Génobo. Ce qui s'est probablement passé est que Rome accorda un nouveau fédus aux Francs en Toxandrie, et que ce territoire fut alimenté par un flux migratoire provenant des régions situées au-delà du Rhin, qui fit se déverser en pays bataves les tribus franques. Alors poussés au nord par la pression des tribus saxonnes, ces Francs descendant toujours plus vers le sud-ouest. De là, ces tribus franques fusionnèrent avec le reste des Francs installés en Toxandrie depuis l'époque de Génobo et du premier fédus. Ils s'annexèrent à cette occasion, en plus de la Toxandrie accordée, les territoires de l'Escaut, qu'ils devaient aussi considérer comme leur territoire légitime depuis l'époque du premier fédus. Dans la mesure où Rome fut incapable de récupérer ces territoires après le règne de Constantin, l'Empire fut obligé d'accorder aux Francs ce titre de fédus en Toxandrie, en leur laissant occuper ce territoire en échange de troupes auxiliaires. Mais Rome ne put empêcher durant cette période ce débordement des tribus franques sur les territoires voisins que les Francs considéraient légitimement comme leurs depuis le traité du roi Génobo, traité qui avait été violé à l'époque par l'empereur Constance Chlore. Toutefois, Rome restait maître des cités et des grands axes stratégiques de toute la région. Le fait que ce territoire du Brabant et des Flandres était une terre marécageuse et inculte explique aussi le désintéressement de Rome face à la migration franque dans cette région. En réalité, le terme franc salien ne correspond pas aux Francs situés à l'ouest des rives du Rhin, mais à une simple peuplade parmi un grand nombre de tribus franques installées dans cette zone. Les Francs de la dynastie mérovingienne ne se sont jamais connus comme Francs saliens. C'est l'historiographie qui leur attribuera ce nom par défaut. En résumé, nous trouvons deux groupes francs, l'un oriental installé en Toxandrie du côté du Brabant actuel, sur les rives du Rhin, et l'autre occidental dans la région de l'Escaut et des Flandres.